Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Médecine des conflits armés. Collection dirigée par Marc Lemaire. Déjà paru. André Thabaut, bactériologiste des hôpitaux militaires. De la formation à l'Algérie en guerre, 2007. Suzanne Lefortrouquette, des ambulancières dans les combats de la libération, 2005. Thierry Pontus, j'étais médecin dans Srebrenica assiégé. Au prélude du Grand Massacre, 2005. Marc Lemaire, dire, de la menace terroriste au traitement des victimes. Marc Lemaire, Stéphane Léouden, Dominique Paille, Service de santé des armées, la face cachée. André Thabaut, médecin lieutenant du 1er bataillon de Myong, 2004. Presentation. On l'ignore trop souvent, l'action humanitaire produit de la souffrance chez les intervenants eux-mêmes. Il est difficile de côtoyer la misère extrême, de croiser des regards tourmentés, d'entendre le récit d'abomination, d'être parfois réduit à l'impuissance face à un drame qui se joue sous ses propres yeux, sans être à son tour affecté au plus profond de soi-même. Des acteurs de l'humanitaire reviennent ainsi de mission l'esprit meurtri. Leur situation se complique face à l'indifférence ou l'incompréhension de leur entourage, ou plus grave, du corps médical. Isolés, privés de recours et de secours, ils s'enfoncent dans la dépression, les conduites addictives comme l'alcoolisme, ou encore la névrose post-traumatique dite aussi syndrome de stress post-traumatique. Cela signifie qu'il faut préparer les volontaires destinés à l'action humanitaire du temps de guerre. Il faut aussi préparer et former ceux qui doivent les suivre depuis la métropole et les accueillir à leur retour. Il faut enfin que le corps médical soit en mesure de détecter les souffrances induites par les interventions humanitaires du temps de guerre, pour ensuite proposer des prises en charge adaptées. Complétées, pour répondre aux critères de la collection Médecine des conflits armés, par une carte, des repères chronologiques et un glossaire, le témoignage émouvant de Béatrice Sagot invite à suivre ces règles élémentaires. L'auteur. Le docteur Béatrice Sagot est née en 1963 en région parisienne, d'un père artisan plombier et d'une mère au foyer. Elle est la cadette d'une fratrie de 5 enfants. À l'âge de 13 ans, elle suit sa famille en Dordogne où ses parents gèrent une colonie de vacances et des classes vertes. Son adolescence est endeuillée par le décès accidentel de son frère aîné. À partir de 1991, titulaire du doctorat de médecine de la faculté de Limoges, elle effectue pendant 3 ans des remplacements de médecine générale, essentiellement en milieu rural. En 1993, elle part pour 1 an en Guinée-Conakry, avec Médecins sans frontières (MSF), dans le cadre d'une mission de développement. Sur place, elle est confrontée à des épidémies, méningite, rougeole, poliomyélite, hépatite, etc., à la malnutrition des enfants, et aux situations de violence et d'insécurité générées par la première élection présidentielle au suffrage universel du pays. Début 1995, elle intervient en Ingouchie pour une mission de 4 mois auprès des réfugiés tchétchènes qui fuient le premier conflit avec la Russie. De retour en France, elle s'envole pour 2 ans vers le Québec afin d'acquérir une formation en santé publique. En cours d'études, elle consacre 2 mois de l'été 1996 à une dernière mission avec MSF en Ossétie du Nord. En 1997, elle est diplômée d'une maîtrise des sciences en santé communautaire de l'Université de Montréal. Spécialisée en santé publique et médecine sociale, le docteur Béatrice Sagot encadre aujourd'hui l'équipe de protection maternelle et infantile et des actions de santé du département de la Creuse. Au docteur Muriel Artus, France. Jean-Marie Dupuche, France. Suzanne Lamarin, Québec, Canada. Aux soignants qui prennent encore le temps d'écouter, et qui s'autorisent le doute. Une pensée à toutes mes amies médecins de Grozny déplacés, et restant dévoués à leurs compatriotes. À Alejandra et Roberto. À Louise. À ma famille. REPERES chronologique. Située sur le versant nord des montagnes du Caucase, la Tchétchénie est limitrophe de la région de Stavropol au nord-ouest, de la République du Daghestan au nord-est et à l'est, et des républiques d'Ingouchie et d'Ossétie du Nord à l'ouest, toutes 3 également républiques de la Fédération de Russie. Elle a le long de la ligne de crête du Caucase,
une frontière internationale avec la Géorgie au sud. Les Tchétchènes habitent le Nord-Caucase depuis plusieurs milliers d'années. Leur territoire a été occupé pendant de longues périodes par les Iraniens, puis par la Horde d'Or au XIIIe et XIVe siècle, et par l'Empire russe dès le XVIe siècle. 1818, sous les ordres du général Ermolov, les guerres du Caucase débutent. 1829 à 1858, le peuple tchétchène mené par l'imam Chamil résiste à la colonisation. En 1859, les forces russes arrivent à bout de cette résistance. La population est déportée vers la Sibérie. La Tchétchénie est annexée à la Russie impériale. 1918 à 1944, la Tchétchénie connaît une période de grands troubles. Elle proclame son indépendance en 1918, repasse sous domination russe en 1920, est intégrée par la Russie soviétique en 1921, devient région autonome de Tchétchénie en 1922. La population qui s'oppose à la collectivisation des terres, entre 1929 à 1932, est à nouveau déportée. La Tchétchénie devient région autonome de Tchétchénie-Ingouchie en 1934 puis République socialiste soviétique autonome de Tchétchénie-Ingouchie en 1936. Elle connaît un état insurrectionnel de 1940 à 1942. 1944. Staline accuse collectivement les Tchétchènes et les Ingouches de collaboration avec les nazis. Les populations sont une nouvelle fois déportées en Asie centrale. Un tiers périt dans les convois. La République autonome est abolie et se voit colonisée jusqu'en 1957. 1957. Khrouchtchev restaure la République Tchétchénie-Ingouchie et réhabilite les peuples punis. Les Tchétchènes regagnent la Tchétchénie où de nombreux Russes et Ukrainiens se sont établis entre-temps. 1991. La chute de l'Empire soviétique laisse place à 15 États indépendants. Élu président de la République Tchétchénie-Ingouchie, Djokhar Doudaev déclare l'indépendance le 1er novembre. Moscou juge cette autoproclamation illégale et impose l'état d'urgence. En décembre, l'Ingouchie se sépare par référendum de la Tchétchénie. 1992. Les Tchétchènes refusent de signer le traité de la Fédération de Russie qui entérine les nouvelles relations entre la Russie et ses provinces et adoptent le 12 mars leur constitution. La Russie retire ses troupes des bases de Tchétchénie. 1993. Doudaev dissout le Parlement tchétchène et refuse de participer aux élections présidentielles russes ainsi qu'au référendum sur l'adoption de la nouvelle constitution. 1994 à 96, Première guerre. En décembre 1994, les troupes russes entrent en Tchétchénie. Grozny est encerclé. 30 000 soldats arrivent sur le sol tchétchène, 300 chars pénètrent dans la capitale. Le ministre de la Défense prévoit une campagne éclair grâce à des bombardements massifs. Après un mois d'intenses bombardements, les forces russes prennent le palais présidentiel. En avril 1995, le village de Samachki est le théâtre d'exactions massives des troupes russes. La prise d'otages menée par Chamil Bassaev en juin au sud de la Russie débouche sur un accord de cessez-le-feu. Mais la reprise des combats en août suspend le retrait russe signé en juillet. En 1996, Doudaev est tué par un missile russe. Devant l'échec militaire, Yeltsin négocie avec le nouveau chef des indépendantistes, Amaskadov. Un accord de paix donnant une autonomie complète à la Tchétchénie est signé par le général Lebed et le général tchétchène. Le premier conflit a entraîné de nombreuses destructions, a tué environ 70 000 civils tchétchènes et entre 3 000 et 10 000 soldats russes selon les chiffres donnés par le gouvernement russe ou par le comité des maires de soldats. 300 000 à 400 000 personnes ont été déplacées. Les accords n'ont fait que geler la situation politique sans rien résoudre sur le fond. 1997, en janvier, les dernières troupes russes quittent la Tchétchénie et Aslan Maskadov est élu démocratiquement à la tête de l'État avec 59,3% des suffrages. Un accord de paix est signé avec Moscou. 1999, début de la Seconde Guerre de Tchétchénie. Face à une succession d'attentats meurtriers en Russie, attribués par le pouvoir aux Tchétchènes, Vladimir Poutine, président par intérim, ordonne à ses troupes d'envahir le pays. Les bombardements massifs de l'aviation russe jettent à nouveau sur les routes 250 000 civils qui, pour la plupart, trouvent refuge en Ingouchie. 2000,
Vladimir Poutine déclare le 6 février que l'opération de libération de Grozny est terminée. Pendant que les indépendantistes tchétchènes repliés dans les montagnes poursuivent leur résistance, les forces russes continuent leur opération de nettoyage sur les civils tchétchènes. Depuis 2001, la situation reste enlisée. 1. Aux portes de l'enfer TCHEN. Le 8 avril 1995. Réveil à 5h30 du matin par des bombardements. Pendant 2h30 exactement, les fenêtres de la maison vibrent. Nous ne les avons jamais entendues si fort et si proches. Je sens l'angoisse qui monte. Le conflit s'est-il étendu à l'Ingouchie ? Pour se rassurer, Pierre, le logisticien 2 de la mission, évoque l'explosion d'une usine. Je n'y crois pas. Ce calme entre chaque détonation me glace. Pourquoi personne ne réagit ? Pourquoi nos voisins ne sortent-ils pas ? Nous nous regroupons dans la cuisine. Je saisis la radio et contacte l'équipe basée sur Nazran. Nazran abrite le bureau central de MSF, Médecins sans frontières, où circulent toutes les informations nationales et internationales. Ce lieu nous rattache particulièrement au bureau parisien. Nous apprenons que c'est Samachki, le premier village tchétchène situé à côté de Cernovodsk 3, où vivent des centaines de déplacés, qui est bombardé. D'un commun accord, nous partons avec Pierre, un chauffeur et un interprète russe. Le silence, les rues désertées de toute vie humaine ou animale ne présagent rien de bon. Je suis inquiète et je ne pense pas être la seule. Mes compagnons de route regardent défiler les kilomètres dans un silence absolu. À quoi pensent-ils ? À la famille laissée en France ? Aux collègues rwandais laissés aux mains des coupeurs de tête ? À leurs femmes et enfants laissés à Moscou ? À leur vie après MSF ? Brutalement, un coup de frein nous ramène à la réalité. Nous voilà à l'entrée de Cernovodsk. Les militaires ont construit un checkpoint 4. L'un des leurs s'approche de notre véhicule. Il n'a pas l'air des plus cordiaux. Il ne veut pas que nous passions. Une discussion s'engage alors avec le chauffeur, russe comme lui. Je ne saurai jamais ce qu'ils se diront, mais le barrage se lève bientôt. Après lui, le climat de tension se confirme et s'accentue. Devant nous se dresse une foule d'hommes. Ils sont plusieurs centaines. Les visages sont tirés par l'angoisse et la fatigue. Je constate des yeux rougis chez certains. Ils regardent tous dans la même direction, vers leur village Samachki en proie aux flammes. Où sont les femmes et les enfants ? Au bruit de notre voiture, leurs regards se tournent vers nous. J'entreaperçois une lueur d'espoir chez quelques d'entre eux. Rapidement, notre véhicule est encerclé. Nous descendons. Ils nous expliquent. Hier matin, les militaires russes ont posé un ultimatum. À 16h, le village sera fermé et ils ne donneront plus cher de la vie des habitants. Oui, ils l'ont fait à 5h30 ce matin. Nous avons entendu. Tout à coup, je prends conscience que notre interprète russe est en plein milieu de la foule. Peut-être est-il en danger ? Je le vois mal, très mal à l'aise, traduisant lentement les phrases sans expression. Maintenant je peux lire la peur sur son visage. Je n'y avais pas pensé, il est russe et les hommes qui lui parlent sont tchétchènes. Je décide rapidement de poursuivre nos conversations dans la voiture. Les témoignages fusent. Ces déplacés nous relatent ce qui s'est passé. L'attaque s'est faite en 3 phases. La première aérienne, les avions ont balancé des bombes. La seconde, les chars ont pris place dans la ville et ont écrasé tout sur leur passage. La dernière est de loin la plus cruelle, les mercenaires 5 sont entrés en action. Payés pour tuer, ils pénètrent dans chaque maison, torturent, violent les femmes, pendent les enfants devant leur mère, brûlent les vieillards, achèvent sauvagement les blessés, sans parler des humiliations diverses. Exposition des vieillards dénudés devant les femmes, enterrement des corps dans une fosse commune. Ces récits nous arrivent en pleine face. Les hommes qui se tiennent devant nous les ont vus faire, certains ont réussi à fuir. La population nous demande maintenant d'agir, d'essayer de passer afin de secourir leurs familles, leurs voisins, leurs amis. Le sigle MSF comme le dessin de la Croix-Rouge sont pour eux un gage de réussite, de passage certain. Que la barre est haute. Nous nous mettons en contact Radio 6 avec l'équipe de Nazran. Pour notre sécurité, je dois communiquer à l'aide de codes secrets. Je n'ai même pas le temps de les chercher que notre interprète russe me les communique, un à un. Ces codes ne sont pas si confidentiels à ce que je vois.
Bref. Laissons de côté la paranoïa. Après nous être concertés, nous nous décidons de tenter le passage. La voiture roule doucement. Nous prenons soin de plier la banquette arrière en vue d'éventuels tirs. J'ai la trouille. Je sens que les déplacés m'ont poussé à agir. Je ne sais pas si je suis réellement prête. Je tiens à la vie. Nous distinguons peu à peu le checkpoint. Le canon du tank nous suit. Arrivés à la limite décrétée par les militaires, et ceci à quelques mètres du village, nous sommes stoppés par des hommes en treillis, la Kalachnikov au poing. Le sol est jonché de cartouches vides. Je suis impressionné. J'ai la peur au ventre. Ils sont nombreux, âgés de 40 à 50 ans, grands, costauds. Les visages sont rudes, sans expression. Certains sont même masqués. Le masque me fait peur car il autorise beaucoup de choses. Que peut faire un humanitaire avec sa seringue face à des militaires armés, déterminés, voire drogués et alcoolisés? Notre demande est claire. Pouvons-nous passer? La réponse est tout aussi nette. Niet. Les échanges sont brefs, impossible de parlementer. Je ne me sens pas assez insistante mais j'ai peur. Nous proposons alors d'aller chercher uniquement les femmes et les enfants. Niet. Cependant un militaire nous lance. Vous pouvez essayer, mais on risque de vous tirer dessus. Qu'ils sont forts en techniques de guerre, de destruction physique et surtout psychologique. Quoi faire? Nous renonçons à prendre le risque, mais non sans culpabilité, en tout cas pour moi. Nous qui sommes derrière ce checkpoint, à quelques mètres des premières maisons sachant ce qui se passe de l'autre côté et ne pouvant rien faire. Quel sentiment d'impuissance intolérable. Je ne suis pas un soldat, mais un simple médecin qui ne sait pas travailler avec des kalachnikovs pointés sur moi. J'ai presque honte d'avoir peur. Pour couronner le tout, en remontant dans le 4x4-8, un militaire vient vers moi pour se plaindre de brûlures à l'estomac. Tu m'étonnes. Ma première envie est de lui donner un comprimé d'aspirine neuf, pour le faire souffrir davantage. Mais mon rôle de médecin prend le dessus. C'est en tout cas ce que je veux croire. Le serment d'Hippocrate a bon dos. Je promets, et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la médecine. Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent. Admis dans l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés, et mon état ne servira pas à corrompre les mœurs ni à favoriser le crime. Ne serait-ce pas plutôt la trouille qui me fait lui donner un calmant? Alors, s'ajoute à l'impuissance et à la culpabilité de n'avoir pas tenté le passage, le sentiment de trahison envers les déplacés. J'ai l'impression maintenant d'avoir collaboré avec les militaires. Je ne dis rien mais je suis mal, très mal. En un instant tout s'écroule, tout bascule, toutes mes valeurs, toutes mes bases. Je suis réduite à néant. La Croix-Rouge internationale arrive quelque temps après, essaie à son tour et c'est niet pour elle aussi. Pourquoi ne veulent-ils pas nous laisser passer? Le temps de faire place nette. Les militaires nous ont dit qu'ils évacuaient les blessés par hélicoptère, mais pas un hélico n'a survolé le village pendant les 4 heures où nous sommes restés sur place. En revenant à Cernovodsk, une jeune femme souhaite me parler. Elle me décrit lentement ce qu'elle vient de vivre. Ne parlant pas sa langue, je ressens tout de même qu'elle pèse chaque mot. Une odeur de fumée suinte de ses vêtements. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.